Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois mon invité, le Dr Tuong V. Nguyen. Dr Nguyen va nous parler de la tocophobie. Vous allez tout apprendre sur cette phobie qui est plutôt mal connue. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question du cerveau et notion du temps. Notre collaborateur en début de deuxième demi, sera Jocelyn Morettini. Il nous parle pour sa part de la dignité en soins de santé. Alors tout ça à l'émission Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Alpha Rococo et la chanson s'intitule 2. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité qui est Tuong V. Nguyen. Donc, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, on va parler ensemble d'un sujet assez rare. On n'a jamais parlé de ce sujet-là. Pour nous, c'est rare. Je pense que pour vous, c'est quelque chose qui est quand même, qui existe depuis longtemps. Vous allez pouvoir nous l'expliquer. C'est la tocophobie. Vous êtes en fait un peu spécialiste dans ce domaine. Vous êtes assistant professeur à McGill et vous êtes aussi psychiatre, je pense, en périnatalité, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est la tocophobie pour commencer? C'est vraiment une phobie, ce qu'on appelle une phobie spécifique. Donc, c'est similaire à la peur, mettons, des araignées, la peur des serpents, mais c'est une peur irrationnelle puis excessive de l'accouchement, de la grossesse et de l'accouchement. Et il faut que ça soit, parce que tout le monde, j'imagine, pas toutes les femmes, mais plusieurs femmes peuvent avoir un peu cette anxiété. On ne pourrait pas dire peut-être une peur, mais il y a quelque chose d'inconnu souvent quand quelqu'un n'a pas encore accouché dans sa vie. En fait, ça peut être étonnant, mais selon les chiffres, il y a à peu près 20% de femmes qui ont une peur légère à modérée de l'accouchement, donc pas autant qu'on pourrait penser. Puis, mais 6 à 10% de ces femmes-là éprouvent vraiment une peur pathologique. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire une peur pathologique? C'est vraiment que ça induit une dysfonction. Donc, par exemple, ça peut aller jusqu'à une femme qui veut avoir des enfants, mais qui finalement n'arrive pas à tomber enceinte parce qu'elle a tellement peur de l'état d'être enceinte, puis elle a tellement peur d'accoucher par la suite. Il y a des femmes qui deviennent enceintes, puis après ça, demandent d'avorter, même parce qu'ils ont tellement peur de l'accouchement. Ou une femme qui est enceinte qui demande une césarienne sans qu'il y ait aucune raison médicale, puis qui la met plus à risque à cause de la césarienne, juste parce qu'elle a tellement peur d'accoucher par voie vaginale, par exemple. OK. Ouais. Parce que, mais ça vient d'où? Est-ce qu'on a pu isoler? Pourquoi? Est-ce qu'on développe cette peur-là? Ou est-ce que c'est peut-être ça s'est combiné avec un autre type de phobie? C'est une très bonne question. Encore une fois, un peu comme les autres phobies spécifiques, là, phobie des serpents, phobie du noir, phobie des ascenseurs, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, ce qu'on appelle en termes médicaux, comorbidité, c'est-à-dire souvent les troubles anxieux, ils sont présents ensemble chez une même personne. T'sais. Quelqu'un qui a la claustrophobie peut avoir plus tendance à avoir un trouble anxieux généralisé, etc. Pour la peur de l'accouchement ou la peur de la grossesse, donc pour la tocophobie, qu'est-ce qui est souvent présent en même temps que la tocophobie? C'est la peur du sang, la peur des injections, la peur des aiguilles. Et par-delà même la peur de tout le milieu médical, d'aller à l'hôpital. Il y a même des femmes qui vont dire, moi, je suis allée à l'hôpital une fois dans ma vie. Ils ont comme 35 ans, ils n'ont jamais été enceintes, puis c'est comme, ils ont vraiment peur des médecins parce que les médecins sont associés avec le sang, les aiguilles, les injections, les choses comme ça. Et la grossesse, on sait que c'est un long processus, donc les femmes vont voir le médecin plusieurs fois pendant le processus. C'est ça, donc ils sont très, très exposés au milieu médical, donc ça vient souvent ensemble, ces deux peurs-là. C'est sûr que d'autres choses qui sont communément présentes aussi avec la tocophobie, c'est les problèmes sexuels. Mm-hmm. Donc, toute la région pelvienne, donc les femmes vont dire j'ai toujours eu des contractions lors de la pénétration, j'ai toujours eu mal quand je me faisais pénétrer par mon conjoint, par mon mari. Ouais. Des fois, il y a des histoires d'abus sexuels aussi, donc il faut toujours penser à ça. Ouais. Il y a aussi souvent présence de troubles alimentaires, donc tu sais, tout ce qui a rapport au corps, à être bien dans son corps et tout ça. Donc, il y a souvent des troubles alimentaires aussi qui sont associés avec la tocophobie. Et puis, des fois aussi, évidemment, il y a des troubles plus communs comme la dépression qui est présente aussi avec la tocophobie ou bien le trouble de stress post-traumatique, que ce soit en fait relié à un accouchement qui s'est vraiment mal passé. Des fois, la première fois qu'une femme tombe enceinte, elle n'a pas de tocophobie, mais là, elle a un accouchement tellement traumatisant
elle s'attendait pas à ça, elle a pensé mourir, elle a pensé que son bébé allait mourir, ou tu sais, même si dans le fond, le médecin peut dire, mais non, l'accouchement était bien correct, ça se peut que la femme, elle a vraiment ressenti elle a perçu ça comme étant très dangereux pour sa vie ou la vie de son bébé. Puis à ce moment-là, elle peut avoir un trouble de stress post-traumatique accompagné par la suite d'une tocophobie, donc d'une peur de redevenir enceinte, puis de devoir repasser par l'accouchement encore une fois. Est-ce que ce genre de problématique-là, est-ce qu'on peut l'aider pendant que la femme est enceinte? Parce que ça devient compliqué, là, parce que la femme, à la fois, elle a un processus, puis on sait que la grossesse, ça implique toutes sortes de choses aussi, là. Oui, donc ça, c'est sûr que c'est pour ça que je veux en parler aussi, parce que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, je me faisais référer des femmes rendues à la 30e semaine de grossesse, ils ont peur de l'accouchement, mais ça me donne pas beaucoup de temps d'intervenir, surtout que la grossesse, c'est 40 semaines, hein, donc on peut quand même traiter ça, mais ce que je recommande à mes collègues, les obstétriciens, c'est de me référer la personne le plus tôt possible pour une thérapie, que ce soit une thérapie cognitivo-comportementale avec exposition graduelle. Ça, c'est la thérapie la plus standard, la plus fréquente. Il y a aussi les thérapies... je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle Eye Movement Desensitization Reprocessing, donc c'est EMDR. En français, ça serait désensibilisation par les yeux. En tout cas, ça ressemble beaucoup à la thérapie cognitivo-comportementale, mais avec une distraction au niveau visuel. Okay. Parce que des fois, pour les patientes, c'est tellement difficile d'être exposé à des scènes d'accouchement qu'ils ne seront pas capables de le faire jusqu'à ce qu'ils soient distraits par des stimuli visuels ou par des mouvements oculaires. Des fois, l'hypnose peut aider aussi. Puis, l'éducation prénatale aussi, ça peut aider. Parce que c'est ça, c'est de dédramatiser la chose, de peut-être d'y aller avec des chiffres, des statistiques, de dire je sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi les statistiques à ce niveau-là, mais il y a combien d'accouchements qui se passent très bien puis qu'il n'y a aucun problème. Puis donc, finalement, la personne, c'est juste une question de comprendre peut-être le processus. Si elle n'a pas jamais accouché ou si elle a déjà eu, comme vous disiez tantôt, une mauvaise expérience, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire chaque fois, là. C'est ça. Donc, en fait, la complication la plus fréquente au niveau obstétrical en Amérique du Nord maintenant, c'est la dépression postpartum. On est tellement rendu bon à éviter les autres complications médicales que c'est rendu une complication finalement psychiatrique, là, la complication la plus fréquente de devenir enceinte puis d'accoucher. Par contre, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vision réaliste de l'accouchement. Tu sais, des fois aussi, on attend beaucoup maintenant avant d'avoir des enfants. Des fois, tu sais, les femmes peuvent même avoir 40 ans, 42 ans, 45 ans. Puis à ce moment-là, des fois, on se fait peut-être une idée, des fois un peu trop rose aussi de l'accouchement, tu sais. Des fois, il y a des femmes qui ont des visions catastrophiques, mais des fois, il y a des femmes qui ont des visions trop roses aussi. Puis une fois qu'ils arrivent dans le milieu médical, bon, c'est le chaos. Il y a beaucoup de choses qui sont incertaines, imprévues. Puis des fois, c'est ça qu'ils développent un trouble de stress post-traumatique et une tocophobie secondaire qu'on appelle un accouchement traumatique parce qu'ils s'imaginaient que ça allait être tout bien contrôlé puis que c'est pas un événement qu'on peut contrôler parfaitement, là. Combien de femmes sont touchées par la tocophobie? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Ça peut être, on estime 6% au moins, peut-être jusqu'à une femme sur 10 qui pourrait avoir une peur excessive là, qui mènerait à une dysfonction. Peu importe la société, ou est-ce que c'est un peu quand même généralisé à travers le monde, ou s'il y a des sociétés qui se débrouillent mieux à ce niveau-là? C'est une très bonne question. On n'a pas beaucoup d'études là-dessus, mais de façon assez intéressante, en fait, je suis tombée récemment sur une étude qui trouvait que les femmes asiatiques étaient plus à risque de ça. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est aussi... Ben, une des hypothèses, ce serait, est-ce que c'est aussi au niveau là, des troubles sexuels et tout ça qui sont un peu plus fréquents dans cette population-là, mais on ne sait pas plus. C'est une hypothèse, tout simplement. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut suggérer aux gens qui ont des problèmes? D'abord, c'est d'être référé à quelqu'un qui est spécialisé. Vous êtes là. Il y a sûrement d'autres spécialistes aussi dans le domaine. Oui, en fait, on est 8 professionnels de la santé mentale en périnatalité à travers le Québec. Bon. C'est pas énorme pour le nombre de femmes enceintes. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a de mes collègues à Sainte-Justine, il y a des collègues à l'hôpital Sainte-Mary's, à l'hôpital Juif, mais il n'y en a pas tant que ça. En termes, je pense que ce qui est important, c'est de se renseigner, puis de pouvoir en parler ouvertement avec son obstétricien ou son médecin de famille, dépendant de la personne qui va vous accoucher finalement, qui va accoucher cette patiente-là. C'est sûr que nous, on offre une thérapie de groupe gratuite aussi au Centre universitaire de santé McGill.
c'est possible de s'inscrire sur le site internet www.sexandcoupletherapy.com. C'est en anglais. Là. Ouais. Peu importe notre région, dans le fond, même si on n'est pas suivi par un hôpital qui est comme sous le chapeau de McGill, en fait, c'est ouvert. Là, les gens peuvent... Oui, c'est ça. ça. Puis les étudiants qui font ce groupe-là, en ce moment, c'est Fanny et Caroline, sont très bonnes. C'est pas toujours les mêmes étudiants, on peut pas nécessairement garantir que ce soit les mêmes, mais la thérapie est disponible en anglais et en français. Puis c'est une thérapie de groupe. Puis, des fois, ils peuvent rajouter une composante individuelle s'ils se rendent compte que la personne a vraiment beaucoup de difficultés puis qu'avec la thérapie de groupe, c'est pas suffisant, par exemple. Dans le cas justement de les femmes qui ont ce problème-là, comment elles peuvent reconnaître que c'est pas juste une peur passagère? Elle est où la limite de dire ça va devenir un problème? Parce que c'est un peu normal d'être un peu anxieux puis de pas trop savoir peut-être ce qui arrive ou d'avoir des périodes où on est on a un peu plus peur peut-être de la grossesse qui est en train de se développer. Donc, comment la femme peut reconnaître que c'est une problématique de tocophobie? Bien, je pense que c'est vraiment au niveau de la dysfonction, au niveau de sa vie quotidienne. Donc, par exemple, ça peut être une femme qui dit, ben là, ça fait 2 ans, 3 ans que j'aimerais ça avoir des enfants avec mon conjoint et j'y arrive pas. Je suis bloquée puis j'ai tellement peur de devenir enceinte, mais je veux des enfants pourtant, tu sais. Fait que ça, c'est un bon exemple. Il y a d'autres femmes qui vont me dire que ils ont non seulement peur d'être enceintes, mais ils ont beaucoup de troubles au niveau sexuel aussi, même si, encore une fois, ils veulent avoir des enfants. Donc, tu sais, si quelqu'un dit, ben moi, j'ai peur de l'accouchement, mais je suis aucunement intéressée à avoir des enfants, mais ça, c'est pas vraiment un problème dans leur vie quotidienne. Donc, c'est vraiment le fait de vouloir des enfants, de vouloir passer par là, mais de ne pas être capable du tout de s'exposer parce que c'est une peur terrifiante. Là. Donc, ça, c'est une manière d'identifier quand aller chercher de l'aide. Et on peut le prendre, c'est ça, pas juste quand on est enceinte. On peut le prendre bien avant, donc en prévision de devenir enceinte. C'est ça que vous dites c'est aussi, ça, là. parce qu'en fait, la majorité, on a complété le premier groupe de thérapie récemment, puis la majorité des femmes de ce groupe-là n'étaient pas enceintes, en fait. Il y avait une proportion qui prévoyait être enceinte bientôt et d'autres qui étaient même pas prêtes à considérer ça encore parce qu'ils avaient tellement peur, mais ils n'étaient pas enceintes présentement. Donc c'est définitivement possible d'aller chercher de l'aide même avant en disant, ben je veux me préparer pour l'expérience d'être enceinte. Là. Ouais. Est-ce que les services existent depuis longtemps aussi? Non, en fait, c'est ça, c'est pas... je vous dirais que même être un psychiatre en périnatalité, ça fait peut-être... mon Dieu, il y a quand même quelques personnes qui ont commencé à faire ça il y a 20 ans, comme Dr. Hayton à l'hôpital juif, Dr. Poulain à Québec, dans la ville de Québec, mais c'était les seuls pendant très longtemps au Québec. Nouveau, là, oui, c'est très nouveau, donc là, ça fait peut-être 5 ans 10 ans qu'on est plus... Fait que même si 8, ça paraît pas un très gros chiffre, mais on est quand même plus qu'avant. Effectivement. Qu'est-ce qu'on doit chercher, les femmes ou les hommes qui veulent référer de l'information à leur conjointe ou à des gens de leur entourage? Bien, il y a un article dans Québec Science qui a été publié, je pense, l'année dernière, par Mélissa Guillemette sur la tocophobie. Il y a un article aussi en anglais dans The Gazette qui a été écrit par Susan Schwartz aussi sur la tocophobie. Il y a aussi le groupe le site internet que j'avais déjà mentionné, là, le www.sexandcoupletherapy.com. Ça, c'est vraiment pour plus recevoir des services, là, s'inscrire au groupe de thérapie pour la tocophobie et tout ça. Donc, ça, c'est des ressources. Il y a aussi une ressource au niveau peut-être plus international. Donc, c'est le Massachusetts General Hospital Women's Center. Et si on Google Massachusetts General avec tocophobie ou tocophobia en anglais, il y a beaucoup d'informations aussi à ce niveau-là. Donc, encore probablement de l'information en français à venir dans les prochaines années. C'est tellement nouveau que je pense que ça va s'ajouter, effectivement. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est fort intéressant, Dr. Nguyen. Donc, merci de nous avoir démystifié ça. On s'en parlera éventuellement parce que c'est quand même un problème qui est quand même très présent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc espresso. Comme à notre habitude, on fait ça bien sûr avec Pierre Laporte. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Et avec Ghislain Malo. Bonjour. Et moi-même. Donc on va discuter d'un sujet intéressant, encore une fois, cerveau et notion du temps, Pierre. Oui, l'article est intitulé ainsi « Cerveau et notion du temps, découvrir pourquoi le temps passe si vite quand on s'amuse ». C'est un article que j'ai trouvé comme
comme à l'habitude, sur le site Internet. C'est écrit par un monsieur Hugo Gervex, Gervex. Oh. J'espère que je prononce bien. On s'excuse si on massacre son nom. Dans cette chronique, tu as toujours l'occasion d'amener des noms Oui. qui viennent souvent de France, qui sont un peu Assez particuliers. souvent, oui. Assez souvent. Mais ce monsieur est un auteur français spécialisé en mentalisme. Alors, il nous dit le temps. Si la notion était déjà complexe pour Albert Einstein, encore mon ami Albert, Ouais, ton préféré. ouais, elle l'est d'autant plus pour le cerveau de chacun d'entre nous. Celui-ci a en effet une notion très variable du temps qui s'écoule et sa perception sera ainsi largement modifiée en fonction des circonstances dans lesquelles il en prend la mesure. Tout d'abord, sachez que notre cerveau possède plusieurs mesures du temps. Nous avons plusieurs horloges biologiques internes, de celles qui mesurent le temps qui passe de notre naissance à notre mort, à celles qui détectent les fractions de seconde et qui nous permet de mesurer le moment où notre raquette de tennis doit toucher la balle pour la renvoyer d'un sévère coup droit. C'est vrai que On appelle ça du spatio-temporel. Non, mais c'est vrai que c'est vrai. Hein? Oui. C'est du spatio-temporel, On ça. doit calculer ça. Ouais. Notre horloge de tous les jours est une boucle partant du cortex préfrontal, oui, vers les noyaux gris centraux, puis vers la substance noire avant de retourner vers le cortex préfrontal. Un message nerveux parcourt ainsi ce chemin à la vitesse moyenne d'1 mètre par seconde. Il faut donc environ 1/10 de seconde pour que ce message fasse une fois la boucle. Mais une caractéristique très intéressante nous en dit long sur notre perception du temps. La vitesse de l'impulsion nerveuse s'accélère lorsqu'il fait chaud. En 1930, le physiologiste Hudson Hoagland remarque que son épouse, qui était fiévreuse, surestimait la durée du temps. Elle pensait qu'il avait quitté la maison 1 heure, tandis qu'il n'était parti que 40 minutes. Il décida alors de mener l'expérience sur des cobayes à qui il posa des bobines chauffées autour du crâne et constata que leur horloge interne tournait 20% plus vite qu'elle ne le faisait dans des conditions normales. Le même phénomène se produit aussi sous l'effet de l'adrénaline, donc sous l'effet du stress. Ainsi, lorsque notre horloge accélère, notre perception du temps ralentit et cela peut aller loin. Certaines victimes d'accidents racontent que durant leur accident, tout semblait se produire au ralenti. C'est vrai que ça arrive à chacun d'entre nous. Oui, c'est parce qu'ils ont hâte que ça soit fini. Peut-être. Mais ce sont elles, en réalité, qui réfléchissaient à toute vitesse. Un autre phénomène quotidien provoqué par notre rythme interne est intéressant à observer. Les raccourcis inconnus sont plus longs que le trajet habituel. Par exemple, lorsque notre conducteur nous dit « Je connais un raccourci », vous vous crispez et ajoutez automatiquement 2 heures à votre trajet. Et pour vous, vous aurez raison. Ce raccourci vous a bel et bien paru plus long. Et pourtant, vous vous méprenez. En effet, lorsque l'on vous propose de prendre un raccourci que vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas finir en Papouasie et vous stressez. Mais le stress qui accélère déjà votre horloge interne et ralentit votre notion du temps ne suffit pas à donner le coup de grâce. Vérifiez que votre conducteur ne vous emmène pas au bout du monde, vous demande de l'énergie et l'appréhension de ce nouveau trajet demande à vos neurones d'imprimer beaucoup de nouvelles informations. Or, un souvenir met du temps à s'inscrire efficacement dans notre mémoire. Il faut le répéter. Schématiquement, l'information d'un premier souvenir est lente à circuler à travers nos neurones. La prochaine fois que vous prendrez ce raccourci, ça ira beaucoup mieux. Vous serez moins angoissé, votre horloge tournera à un rythme normal et vous retrouverez des points de repère qui permettront la fortification de votre souvenir et une plus rapide circulation du message nerveux à travers vos neurones. Oui, c'est pour ça aussi, quand on a du plaisir, on perd un peu la notion du temps. Oui. Alors, je continue. On n'a plus beaucoup de temps, mais on continue. Il faudra donc l'emprunter plusieurs fois, ce fameux raccourci, pour que ça ressemble réellement à un raccourci. Et cela explique un phénomène largement similaire. Le chemin du retour est toujours moins long que celui de l'aller. La première fois que vous empruntez un itinéraire, tout est nouveau et différent. Tout vient remplir les cases vides de votre mémoire. Le cortex fourmille d'impressions nouvelles. Le chemin du retour sera moins chargé et plus facile. Il vous semblera ainsi plus court. Moi, ça me semble toujours
plus court quand Quand je on retourne, reviens. ouais. Mais peut-être aussi, quand on le fait souvent, le chemin, il devient encore plus court, finalement, parce comme tu dis, on est moins stimulé par toutes sortes de... Moi, je sais que quand je fais un déplacement en auto, là, je reviens toujours beaucoup plus vite que je suis parti. Ouais. Surtout quand je vais faire du ski dans le nord. C'est la perception que tu as, en fait, c'est ça que ça Non, nous ben, confirme. Là. Oui, c'est la perception qu'on a, mais c'est vrai que je conduis plus vite aussi. Je sais pas pourquoi. Mais moi, c'est comme, je sais pas si c'est pour toi, Yvan. Non, moi, je Tu conduis la conduis même beaucoup. affaire, mais j'ai l'impression que c'est comme on dit dans ton texte, c'est que ça, on a moins, c'est plus facile à... Puis on est plus relax. Exactement. Il reste peut-être 10 secondes de Pierre. Bon, alors, notre appréhension du temps dépend aussi d'une autre donnée, l'attention qu'on lui porte. Mais je continuerai plus tard dans l'émission. C'est intéressant, cerveau et notion du temps à folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jocelyn Morettini, neuropsychologue, nous parle de la dignité en soins de santé. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet cerveau et notion du temps. Vous entendrez aussi en chanson Sur la lande de Freda et Burning Flame du groupe de Franklin Electric. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. Bien heureux d'accueillir notre invité, donc Jocelyn Morettini. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Bonjour, bienvenue encore une fois à notre émission. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps que tu participes à nos émissions Folie douce. Tu as même été un des rares à avoir participé à notre 500e en 2008. Alors c'était historique, puis tu faisais partie de cette aventure. Alors c'est bien intéressant de t'avoir à notre micro. Tu es psychologue et neuropsychologue. Ça fait plusieurs années que tu œuvres dans ce domaine-là. Parle-nous donc un petit peu justement de ce que tu fais, parce qu'on va parler d'un sujet, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de la dignité dans les traitements de santé, dans les soins de santé, mais juste pour que les gens connaissent un peu qui tu es, explique-nous donc tout ça. Donc, je suis psychologue et neuropsychologue qui travaille en domaine de psychologie de la santé et des déficiences physiques, donc douleurs chroniques, amputations, troubles neurologiques. Et l'objectif du psychologue dans ce cas-là, ça va être d'aider les gens à s'adapter à leurs nouvelles problématiques physiques, mais aussi de vivre avec des fois les atteintes psychologiques qui proviennent de ces atteintes physiques-là. Donc, des fois des troubles cognitifs, mais aussi des fois une dépression, un trouble de stress post-traumatique, des pensées suicidaires, des troubles de sommeil. Donc, on aide les gens à reprendre un peu le dessus sur leur vie. Et souvent, il y a une problématique qui est de fond, des fois, dans notre système de santé, c'est qu'on est un petit peu dans la machine de ce high grade. Il faut faire avancer les choses. On connaît un petit peu dans les médias ce qui est déjà dit sur le manque de ressources. Et on se pose un peu la question, est-ce que la dignité du service aux patients est maintenue? Est-ce qu'on fait juste soigner le corps sans soigner l'esprit? Et même si on soigne l'esprit, est-ce qu'on respecte l'essence humaine? Et c'est un peu ça la question d'aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été présent dans ta pratique? Parce que ça fait quand même plusieurs années là, que tu œuvres dans le domaine. Là. Ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Ouais. Mais il me semble qu'on parle plus de ça. Quand on retourne 15 ans en arrière, oui, il y avait un certain intérêt pour la question là, de la dignité, mais il me semble que ces dernières années, on dit souvent,
il faut qu'on respecte la personne. Est-ce que ça a évolué dans ta pratique? Est-ce qu'il y a des nouvelles normes, peut-être? En fait, j'oserais même dire que ça a plutôt régressé. On en parle plus à cause de la régression. À cause de la régression, à cause c'est moins présent. Okay. Parce que je pense que la dignité était probablement plus présente parce que spontanément présentée, spontanément mise en place dans les relations, du moins à plusieurs égards. Mm-hmm. Et le fait d'avoir du manque de temps, d'avoir du manque de personnel, de devoir faire toujours plus avec moins, on coupe les coins ronds et on sent bien que le patient se sent de moins en moins avec un service unique, avec le respect. Des fois, des exemples qu'on va remarquer, c'est le patient qui nous dit « Ben là, j'ai parlé avec la secrétaire, puis elle me crie après, plutôt que de me dire bonjour, elle ne me regarde pas dans les yeux, je suis un numéro, je suis un morceau de chair. » Et toutes ces choses-là, je pense qu'ils ont eu une tendance d'aller en augmentant. Je dis ça, mais d'un autre côté, la formation des nouveaux professionnels, médecins, professionnels de la santé et tout, va de plus en plus vers une meilleure compréhension de la dignité. Puis à ce titre-là, je suis d'accord avec toi, on est de plus en plus dans une conscientisation que la dignité est nécessaire pour obtenir un bon soin, pour offrir un bon soin. Donc, il y a eu un peu ces deux extrêmes-là qui s'est passé durant ces 15 dernières années. Je sens qu'on est plus conscient du besoin, mais on sent qu'on n'est pas capable de l'appliquer autant qu'avant, probablement. Parce que tu as une action vraiment directe avec les gens qui ont besoin d'aide là, au quotidien. Tu vois toutes sortes de... Comme tu parlais tantôt, soit des gens qui ont eu des trucs post-traumatiques, en fait, qui ont eu un trauma, puis qui ont à se refaire un peu une santé, mais tu abordes aussi le côté santé mentale et tout ça, parce que définitivement, même s'il y a un problème physique, à la base, ça génère des problèmes de santé mentale, mais tu as une approche vraiment quotidienne avec les gens, puis vraiment collée sur la personne, si tu veux, tu es vraiment dedans, donc tu peux voir, en gros, qu'est-ce que ça demande. Là, ouais. Exact. Et puis souvent, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a des failles à la dignité humaine. Ouais. Par exemple, je travaille avec des gens qui sont amputés ou qui ont des blessures orthopédiques graves. Pour la majorité des adultes, de l'adulte moyen, l'idée, par exemple, de devoir se faire essuyer après être allé aux toilettes par un étranger, ça ne fait pas partie du concept de dignité. C'est ça peut être insultant, ça peut être humiliant, ça peut être gênant. Et le sens de la dignité du soi, le sens d'avoir un respect pour soi-même peut en prendre tout un coup, et en fait, bien plus que ça. Alors, des fois, le soin... par exemple, à l'hygiène, peut être fait dans un contexte de dignité où le donneur de soins va être très sensible à la problématique que le patient peut vivre d'un point de vue interne. Mais des fois, justement, avec le manque de temps, on veut tellement faire vite, où on trouve justement que c'est rendu banal. Un infirmier... un infirmier auxiliaire, un préposé aux bénéficiaires, fait ça tous les jours, il fait le geste 100 fois dans la journée. Pour lui, il va peut-être pas vivre une émotion très particulière au fait de devoir essuyer un autre humain. Ça fait partie de son travail. C'est peut-être pas la partie la plus reluisante de son travail, mais c'est plus mécanique. Puis, c'est mécanique. Ça, il pense pas trop. Là. Il met pas d'émotion là-dedans. Exactement. Donc, des fois, la personne va faire bien, mais ne sera pas sensible à la souffrance du patient. Puis pour d'autres patients, il n'y aura juste pas de souffrance. Ils comprennent bien que c'est nécessaire et que c'est temporaire et ils ne vont pas vivre de souffrance. Et c'est cette question de dignité aussi qui n'est pas une chose monolithique. Il n'y a pas de définition opérationnalisable de la dignité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de définition claire et exacte de qu'est-ce que la dignité. Et ça, c'est une chose qui est super importante à aller explorer, c'est qu'est-ce que la dignité? Effectivement, oui. Parce que... On peut la définir. S'il n'y a pas de définition, mais on peut quand même avoir un semblant de réponse, j'imagine, ce que c'est la dignité. Hein? Oui, on peut en avoir un. Et souvent, tout le monde a un sens de ce que c'est. Mais après ça, comment le définir? C'est là que les gens commencent à avoir un peu de difficulté. Les gens vont quand même être capables de dire, c'est peut-être l'estime de soi, le respect, oui, tout à fait. Mais il y a d'autres choses. Hein? Mais c'est quoi le respect? Alors, des fois, je demandais, est-ce que c'est d'abord être peut-être bien habillé? Un policier, un soldat, c'est digne? Ah oui. Mais si on regarde un papou en Afrique subsaharienne, il est tout nu. Ah, il n'est pas digne. Non, il est tout à fait digne dans son contexte de vie. Mais si moi, je me mets tout nu au travail, clairement, je manque de dignité. Donc, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la dignité, c'est pas une chose qui est unique. Hein? Si je suis au Japon, être digne, c'est peut-être me pencher à 45 degrés devant quelqu'un d'autre.
Mais ici, ça va peut-être, au Québec, ça va peut-être de se tutoyer. Donc, les coutumes, les habitudes de politesse vont aussi contribuer à la dignité. Et ce ne sont pas les mêmes d'un groupe à l'autre, d'un groupe d'âge, d'un groupe social, d'un pays à l'autre. Et dans le système de santé, on rencontre toutes sortes de personnes qui ont différentes croyances, différentes habitudes. Donc, selon le lieu, le sexe, il y a certaines choses qui vont être dignes ou pas. Et c'est important d'aller se poser la question en tant que thérapeute, dans le contexte de maintenant avec mon patient, qu'est-ce qui serait digne ou pas? Puis des fois même, c'est de se poser la question avec le patient, vous, la dignité, c'est comment vous la vivez? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la dignité? Alors, des fois, on ne comprend pas bien une culture, puis il faut poser des questions. Ouais. Et ça, c'est un peu la chose qu'il faut aller explorer, aller développer. Et je suis quand même allé chercher la définition de la dignité selon Larousse. Et je vous la lis, puis je vais juste vous redonner les mots importants. C'est souvent, on va dire, respect que mérite quelqu'un. Donc, on parle de respect, on parle de mériter. On parle d'attitude empreinte de réserve, de gravité, de noblesse, de besoin de respectabilité. Donc, encore là, on parle encore de choses nobles. On parle d'éminence, de honorifique. Donc, des fois, il faut se comprendre ce qu'il faut faire. Et donc, il faut avoir un peu une attitude de retenue. Hein? On ne peut pas aller tout de suite voir quelqu'un. « Oui, toi, ça va-tu bien? Il n'y a pas de problème. » Et des fois, à vouloir tellement banaliser les choses qu'on ne respecte plus la personne. C'est pas un problème, je t'essuie les fesses, il n'y a pas de problème. Mais on veut banaliser, mais on n'a pas respecté. Et peut-être cette personne-là ne s'attend pas à ça, justement. Peut-être son degré de dignité, c'est pas ça nécessairement, c'est peut-être autre chose. Il faut comme faut savoir s'adapter là, de personne en personne. Tout à fait. Et ça prend du temps, ça prend de la curiosité. Ouais. Et des fois, justement, dans notre univers de plus en plus comprimé par le temps, on ne trouve plus le temps pour aller explorer, ou on croit qu'on l'a plus. Puis ça, c'est une fausse croyance. Ouais. Parce que prendre le temps de connaître le patient, d'avoir un soin de dignité, va l'amener à ne pas se sentir honteux, gêné, embarrassé, de ne pas se sentir dans la culpabilité. Parce que quand on commence à vivre ces sensations-là, on s'en va vers la colère, vers la tristesse. On ne va plus vouloir suivre les soins ou les recommandations du service de l'hôpital. On va commencer nous-mêmes à plus vouloir être dans le respect face aux gens qui nous traitent. Ouais. Ils nous traitent mal. Pourquoi est-ce que je me ferais... je me fendrais en deux, comme dirait un bon Québécois, pour plaire. Pour m'aider. Mais j'aimerais savoir, Jocelyn, en fait, tu fais affaire avec on parlait tantôt, justement, des problèmes physiques, des traumas, des choses comme ça, mais tu as souvent fait des chroniques chez nous sur la santé mentale, parce que la santé mentale est impliquée là-dedans. On trouve souvent qu'il y a un grand manque de dignité au niveau des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. On a l'impression que ces gens-là ne sont pas en mesure de prendre des décisions. Fait qu'on les traite un peu des fois comme des enfants, puis on leur donne pas, on les écoute pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que je pense qu'il y a plus de dignité au niveau de la santé physique. Quelqu'un qui a un cancer, on a l'impression que les gens le comprennent, vont lui parler, vont aller le visiter. Santé mentale, on dirait on veut pas toucher à ça, puis c'est un peu... C'est un très bon point. Il y a des fois l'attitude paternalisante. Oui, exactement. Quelqu'un qui a un trouble cognitif, quelqu'un qui a une dépression. « Ah, pauvre toi! » C'est pas de la dignité, c'est de la pitié. Des fois aussi, c'est le jugement hâtif qui vient avec les stigmas de la santé mentale. Donc, on se met dans une situation où, lui, c'est un alcoolique, donc c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment, c'est un dépressif. Lui, il ne veut pas se forcer. Ouais. Et là, on tombe dans le jugement et on se dit, cette personne-là, comme elle ne veut pas se forcer, je ne vais pas moi non plus me forcer dans la dignité. D'autres personnes ont des troubles de personnalité, vont avoir des réactions excessives, vont nous manquer de respect. Mais ça ne nous donne pas le droit de manquer de respect envers cette personne-là. Ouais. Et ça peut être très difficile. Beaucoup de thérapeutes doivent gérer ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire sa propre réaction interne comme humain thérapeute. Humain, c'est ça. Donc, le thérapeute est d'abord un humain. Et donc, quand on se sent insulté, on va vouloir défendre notre ego, notre personne. Mais quand on est payé pour être le thérapeute, il faut savoir se retenir. Et ça peut être un certain défi. Puis souvent aussi, des fois, le thérapeute va se mettre dans la position du grand connaisseur, de l'expert, ce qui est souvent vrai, mais ça ne veut pas dire que le patient n'a pas de droit de choisir et il n'a pas le droit de faire des mauvais choix aussi. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qui peut des fois venir choquer l'essence du thérapeute qui veut vraiment optimiser, améliorer le patient, mais le patient a le droit aussi de faire des mauvais choix. C'est son droit fondamental. Alors, à moins d'être inapte, le patient a le droit de faire des choix inadéquats
Et si on respecte la dignité humaine, on va le laisser faire un mauvais choix selon nous et peut-être aussi faire l'expérience de ses erreurs. Il nous reste peut-être une minute, Jocelyn, mais dans ton approche, est-ce que tu as modifié tes choses? Est-ce que tu as évolué dans ton approche? Parce qu'on apprend aussi. Je veux dire, quand tu as eu à dealer, comme on dit, avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, est-ce que tu as un peu une formule magique ou une formule à toi? Il n'y a pas nécessairement de formule magique. Je dirais que surtout ce qui a évolué dans mon domaine, c'est comme psychologue, on est très, très sensible à ça déjà dès le départ. Donc, ça fait partie prenante de notre éducation. Ouais. Mais c'est peut-être plus la relation avec mes collègues qui, eux, n'ont pas cette éducation-là. Donc, favoriser la sensibilité de mes collègues à certaines problématiques du patient. En fait, je deviens un peu le porte-étendard de la dignité du patient dans une équipe de traitement. C'est pour ça que souvent, les professionnels de la santé mentale vont se concentrer à favoriser la dignité du patient. On l'espère du moins. Ben c'est bien, il ne reste presque pas de temps. Comment on peut en savoir plus sur toi? Je pense que tu as un site web. C'est peut-être la meilleure porte d'entrée. Tout à fait. Vous pouvez aller sur www.jocelynmoritini.com. Et combien de R et de c'est ça? Alors, c'est Jocelyn et M-O-R-E-T-T-I-N-I. Vous pouvez aussi juste aller sur Facebook, Instagram, il y a d'autres réseaux sociaux. Vous allez sûrement me trouver en tapant grosso modo mon nom et psychologue, vous allez me trouver. Et tu écris beaucoup de choses, c'est toujours intéressant de te lire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était un vrai plaisir. Et à une prochaine. Au revoir. Au revoir. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie Douce. C'est maintenant le bloc Espresso allongé, la suite de ce qui a été entamé plus tôt, cerveau et notion du temps. Donc, Pierre, Jocelyn et moi, encore en votre compagnie. Si on a le temps, oui, on a le temps. Ça me semble que ça fait plus longtemps que ça, mais en tout cas, ça fait ça. Alors, je poursuis ma lecture de cet article écrit par M. Hugo Gervex. Pour Cerveau et notion du temps, découvrez pourquoi le temps passe si vite quand on s'amuse. Alors, il nous dit, vous vous souvenez sans doute de vos ennuyeuses heures de cours durant lesquelles vous ne faisiez qu'une chose, regarder l'heure toutes les minutes. Et moi, ça m'était arrivé. Eh bien, si vous aviez porté plus d'attention au cours et moins au temps qui passe, vous auriez trouvé que le temps passait plus vite. Ainsi, tout comme on ne voit jamais l'eau bouillir lorsqu'on reste devant la casserole à la regarder, si l'on fait trop attention au temps qui passe, on trouve que celui-ci prend justement tout son temps. À l'inverse, lorsque vous vous amusez, vous ne cherchez pas à faire attention au temps qui passe et celui-ci s'écoule sans que vous ne vous en rendiez compte. Pour résumer, et pour terminer, notre notion du temps dépend principalement du rythme de notre horloge interne, de la vitesse d'appréhension des messages nerveux par nos neurones et de l'attention qu'on porte à sa perception. Et il conclut en disant « Vous comprenez maintenant pourquoi le temps passe si vite quand on s'amuse. » Oui, c'est vrai. Ça. Oui. On oublie tout notre tracas quotidien. Les vacances, le temps des vacances passe toujours plus vite. Exactement, effectivement. Oui. Un autre article, un peu plus court, mais très intéressant, écrit par M. Brian Yates, qui est maître de conférences en biologie mathématique à l'université de Bath, en Angleterre. Ça s'intitule « Pourquoi le temps semble filer plus vite avec l'âge ?» Il nous dit plusieurs théories tentent d'expliquer cette sensation d'accélération du temps avec l'âge. L'une d'elles évoque une dégradation progressive de notre horloge biologique due au ralentissement naturel de notre métabolisme au fil des ans. Quand nous vieillissons, notre respiration et nos battements de cœur ralentissent. Chez l'enfant, au contraire, le cœur bat plus vite et les poumons s'activent davantage. C'est cette plus grande intensité de l'activité biologique qui leur donnerait l'illusion d'un temps dilaté. Et une autre théorie suggère que cette sensation est associée à la quantité de nouvelles perceptions auxquelles nous sommes exposés au fil de notre vie. C'est pas aussi le fait que quand tu es plus âgé, tu ressens la finalité de ta vie aussi? C'est psychologique, là, c'est pas une question de temps. Mais tu vas voir à quoi ce monsieur Yates veut en venir. Il nous dit, face à des stimuli nouveaux, le cerveau met plus longtemps à traiter l'information, ce qui donnerait la sensation que le temps s'étire. Lorsque nous vivons un événement inattendu, le cerveau doit soudain traiter une foule de nouvelles informations et stocker probablement des souvenirs plus riches et plus détaillés qu'à l'accoutumée. Dans notre souvenir, l'événement semble alors plus long qu'il ne l'a été en réalité. Mais en quoi cela explique-t-il que le temps semble passer plus vite
avec l'âge. Considérez votre environnement d'adulte. Tout y est familier. Vous ne remarquez même plus les détails de votre intérieur ou de votre bureau. Tandis que pour un enfant, tout est nouveau et inconnu. Le monde est plein de nouvelles expériences à mener. Son jeune cerveau ne cesse de reconfigurer ses perceptions du monde extérieur et cette intense activité psychique lui donne l'impression que le temps s'écoule lentement, tandis que pour un adulte englué dans le train-train quotidien, c'est l'inverse. On appelle ça l'usure et la nostalgie. Ben, pas vraiment. Le monsieur Yeh nous dit que si on accumule beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, on a l'impression que le temps dure plus longtemps. Donc, peut-être que même en vieillissant, on devrait se mettre dans des situations où on est un petit peu, peut-être des situations moins connues, ce qui fait que ça va peut-être plus nous remplir. Oui, peut-être. Alors, M. Yates continue en disant « Plus nous nous habituons à la répétition des mêmes événements, plus le temps semble passer vite. Et ce sentiment de familiarité a tendance à s'accentuer avec l'âge, car passé 20 ans, notre corps produit de moins en moins de dopamine, ce neurotransmetteur qui s'active à chaque nouvelle expérience et nous aide à mesurer le temps qui passe. Le problème, c'est qu'aucune de ces théories n'explique de façon précise pourquoi le temps semble s'accélérer tout au long de notre vie. Si une même période nous semble plus longue ou plus courte en fonction de notre âge, peut-être faut-il mesurer le temps à l'aide d'une échelle logarithmique. Pourquoi logarithmique? Parce que notre rapport au temps est relatif à l'âge que nous avons. Pour un petit de 2 ans, une année représente la moitié de sa vie, ce qui explique que la distance entre 2 anniversaires semble si longue. Pour un marmot de 10 ans, une année ne représente que 10% de sa vie. Il devient alors un peu moins difficile d'attendre son prochain anniversaire et pour un jeune de 20 ans, une année ne représente plus que 5% de sa vie. Voilà pourquoi le temps semble s'accélérer avec l'âge. Habituellement, en terminant, nous envisageons la vie par tranches de 10 ans, soit la vingtaine, la trentaine, etc., ce qui revient à accorder autant de poids à chaque période. Mais je dois m'arrêter ici parce que justement, on manque de temps. Exactement, on manque de temps. Mais moi, c'est la théorie à laquelle j'adhère. Merci beaucoup, Pierre. Oui, merci beaucoup, Pierre. Cerveau et notion du temps. Merci, Ghislain. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malo, on va nommer les chansons qu'on a écoutées au début de l'émission. Donc, on a écouté 2. De Alpha Rococo. On a pu entendre ensuite Justice. De Rive. Dans la deuxième demi, on a écouté Sur la lande. De Freda. Et à l'instant, Burning Flame. Du groupe de Franklin Electric. Merci pour votre choix musical à toi et à Pierre. Beaucoup. Merci pour ta recherche et ta participation au micro. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que pour tes blocs Espresso et Allongé où tu nous as parlé du cerveau et notion du temps. Je remercie notre invité en début d'émission, la docteure Tuong V. Nguyen, qui nous a démystifié la tocophobie. On a eu également notre chroniqueur, collaborateur, Jocelyn Morettini, qui, pour sa part, nous a parlé de la dignité en soins de santé. Alors, c'était le menu Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
bop 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 da da bop 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 bop